D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie de vous rejoindre. Pardon, je n'étais pas avec vous ce matin. Je vais essayer de vous dire quelques petites idées que j'ai en tête et je vais essayer de laisser un peu de place aux questions parce que c'est ça qui m'intéresse de discuter avec vous. Alors d'abord ce sujet du carbone, qu'on le prenne sous l'angle net zéro ou autre. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut absolument qu'on le replace dans une perspective beaucoup plus globale de transformation de la culture de l'entreprise. Et ce qui m'intéresse, au fond, c'est de vous faire passer cet enthousiasme, j'espère, que je développe beaucoup à la tête de l'ORS, l'Observatoire de la RSE, pour que l'on se mette d'accord, nous les entreprises, sur 4 grands axes que moi j'appelle les 4 Copernic, que l'on peut mettre en place pour créer ce contexte favorable à, eh bien, au fond, un modèle économique qui doit reposer sur d'autres bases que sur la base productiviste et la base fossile qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et ces 4 Copernic, si je vous l'ai dit très rapidement, le premier, c'est d'aborder le sujet justement sous l'angle de la révolution culturelle interne et donc de la sensibilisation qui est à la fois de la formation, mais pas simplement, qui est aussi au fond l'accompagnement de cette idée de transformation à l'intérieur de tous les métiers possibles et imaginables dans une entreprise. Et ça passe, vous en doutez bien sûr, par tout un tas d'outils. Mais c'est à mon sens absolument capital car arrive sur le marché du travail, le nôtre, la génération Z. La génération Z qui a vécu à une époque où il y avait des cours sur le développement durable à l'école, à une époque où il y avait déjà des marches du climat organisées, donc ces jeunes participaient à cela, et donc on a affaire à des étudiants et donc à des futurs salariés qui sont dans des mentalités totalement différentes. Juste une anecdote de ça pour vous montrer à quel point, vous avez sans doute vu tous les étudiants de Agro ParisTech qui sont arrivés le jour de leur diplôme en disant écoutez, moi j'en veux pas de votre diplôme, il m'a appris à aller travailler dans des entreprises qui sont encore fondées sur le fossile, je veux pas ça. La semaine dernière, HEC, même remarque, et Polytechnique. Et hier soir, j'étais entre 18h et 21h30, vous saurez toute ma vie, à Polytechnique, avec certains de mes collègues de LVMH, pour m'adresser aux jeunes, parce qu'on essaye d'implanter, figurez-vous, un centre de recherche LVMH à Polytechnique. Bon. Et nous étions sur une estrade, comme ça, et à un moment, on voit arriver, derrière nous, des étudiants masqués, cagoulés, avec une table de ping-pong. Ils se sont mis tranquillement à jouer au ping-pong, derrière nous. Bon, vous voyez, tout ça pour vous dire à quel point c'est très compliqué. Donc, mon premier Copernic, c'est comment on accompagne le changement culturel à l'intérieur de l'entreprise. Le second Copernic, c'est évidemment, et on se bat tous là-dessus, sur les administrateurs. Les administrateurs qui viennent de l'extérieur, comment peut-on les former davantage à tous ces sujets du climat et de la RSE de manière plus globale pour qu'ils soient davantage des aiguillons. Et là, on voit que ça bouge dans certaines de nos entreprises, mais je pense que c'est vraiment ce lieu de la gouvernance qui peut être très aidant pour accompagner de la transformation du modèle économique. Troisième Copernic, celui-là vous le pratiquez tous les jours, c'est que notre data extra-financière, elle a intérêt à être aussi robuste que la data financière, parce qu'autrement, on ne sera jamais crédible. Jamais crédible. Et ça, c'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille qui se mène à coup de, évidemment, de recherche pour stabiliser un certain nombre de définitions de KPIs d'abord, avant les KPIs même, comment on les définit, et puis après de mise en œuvre. Et donc, et on le voit bien sur le carbone, c'est bien pour ça que moi, je prends tout ça avec beaucoup de prudence, le scope 3, qui pour une société comme LVMH, vous allez le voir, est capital, c'est 94% de notre bilan carbone. Le scope 3, je voudrais bien savoir qui dans la salle est sûr de son calcul. Même si on suit le GHG protocole, si on suit l'ensemble des guidelines de SBTI, ça n'est pas possible. Bon. Surtout lorsque l'on est honnête intellectuellement et lorsqu'on va calculer l'usage de nos produits chez nos clients. Bon,
franchement, comment on peut mettre des moyens collectivement pour affiner ces mesures et puis pour se mettre d'accord sur des référentiels qui soient peut-être un peu plus modestes, mais qui soient justes. Voilà. Bon, et puis dernier Copernic, c'est évidemment de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on ne peut pas agir tout seul. Et donc ces idées de coalition d'entreprises élargies à la communauté scientifique, aux ONG, nous fait énormément avancer, me semble-t-il. Et vous le verrez, pour l'économie circulaire, c'est absolument capital. Voilà, pardon de cette introduction un peu longue, mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Donc à la fois très modeste, très volontaire aussi, et on espère avec de l'enthousiasme derrière. Alors, le sujet qui nous occupe et qui vous occupe depuis ce matin, moi je ne le comprends pas, déjà. C'est-à-dire que la neutralité carbone pour une entreprise, pour moi, ça ne veut rien dire. Rien dire, parce que imaginez qu'on se dise tous qu'on est neutre, si on ne s'est pas entendu sur la barre à ne pas dépasser en termes de réduction, alors voilà, on peut être neutre en permanence, mais augmenter toujours les émissions de CO2 que l'on émet. Bon. Donc, il faut qu'il y ait un gardien du temple de tout cela. Et le gardien du temple, donc celui qui peut parler de neutralité, c'est l'institutionnel. Alors que ça soit, je ne sais pas moi, soit l'ONU, soit des États ou soit des COP, mais il faut qu'il y ait un garant de la barre que l'on installe, à partir de laquelle on construit du net zéro. Bon, autrement, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, je vous signale que le secrétaire général des Nations Unies, qui a bien compris l'ambiguïté, a mis en place, et je crois qu'on n'en a pas encore les résultats, une task force internationale avec les meilleurs scientifiques du monde, justement pour travailler sur cette idée de neutralité carbone. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Donc c'est bien là, c'est bien pour ça qu'il y a un problème. Bon. Et donc, ce qui est important, enfin en tout cas me semble-t-il, même si SBTI vient de sortir son protocole, je ne sais plus comment il s'appelle, Net Zéro justement, c'est la réduction des émissions. Voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est pas en 2050, c'est 2030 au max. Et puis après, éventuellement, on peut voir sur ce qui reste comment on peut compenser, et en plus comment on peut compenser plutôt en in-setting, c'est-à-dire à l'intérieur de nos chaînes de valeur. Donc je sais que quand je dis ça, ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, nous c'est un peu la philosophie qu'on essaye de défendre à LVMH. Pour pas en plus brouiller les messages, c'est-à-dire les efforts sont tellement considérables derrière que si on dit en même temps réduction et puis compensation, on voit les limites du truc. Voilà. Donc nous, notre mot d'ordre, c'est réduction et évitement grâce à l'économie circulaire. D'autant que et vous saurez tout de l'intimité carbone de mon groupe. Alors, on a 6 millions de tonnes équivalent CO2, ça c'est notre empreinte carbone. Vous avez en tête les vôtres, hein, donc vous voyez que c'est à la fois beaucoup puis à la fois rien du tout en fait. 6 millions de tonnes, mais voilà, c'est 6 millions de tonnes. Et avec une concentration, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le scope 3, puisque le scope 3 représente 94%, ce qui est immense, de notre empreinte carbone totale. Donc ça, c'est le calcul qu'on a fait faire, là aussi je suis tout à fait transparente, par EcoAct il y a peu de temps. On en réactualise cette mesure pratiquement tous les ans. À chaque fois, on a un bilan plus élevé, non pas qu'on n'ait pas réduit, mais parce qu'on mesure plus précisément. Hein, donc, de facto, ça nous gonfle nos émissions de CO2, des choses que j'ai un mal fou à faire comprendre aux agences de notation extra-financière, hein, mais voilà, c'est aussi la règle du jeu que d'essayer de s'améliorer. Donc, on a bien sûr des leviers de réduction de cette empreinte que l'on a mise en œuvre dans le cadre d'une stratégie environnementale qui s'appelle Life 360, qui a plusieurs piliers, mais dont un est bien sûr dédié au climat. Et là, je ne vous apprends rien, je suppose qu'on fait tous la même chose, de prendre, alors pour le coup, pour 2030, un engagement sur le scope 3 assez fort, moins 55% des émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée, et puis sur le scope 1 et 2, un engagement de moins 50% des émissions de gaz à effet de serre. En absolu, là pour le coup, avec comme année de référence 2019 et qui a sorti d'un objectif de 100% d'énergie renouvelable à atteindre en 2026.
à la fois dans nos sites industriels, ce qui est relativement maintenant pas trop compliqué, je vais dire ça comme ça, mais aussi dans nos boutiques. Voilà. Et j'insiste parce que je viens de découvrir qu'un certain nombre de mes, mes collègues, mes compétiteurs ne mettent pas les boutiques dans le scope de leur réduction des émissions de CO2, scope 1 et 2. Et donc j'ai eu l'explication miraculeuse du fait que j'étais toujours la dernière de la classe. Je me dis, mais quand même, pourquoi ? Enfin voilà, j'ai compris l'explication. Et en effet, réduire les émissions de CO2 des boutiques, c'est pas simple, parce qu'on est souvent avec des landlords, notamment en Chine ou aux États-Unis, et que du coup, je ne vous fais pas le dessin, pour réduire ça, c'est pas simple. Donc voilà, on s'est attaqué à ce sujet, on a été chercher des landlords directement, on leur a proposé de contractualiser et de prendre chacun des engagements, mais des engagements co-construits pour réduire les émissions de CO2 dans les boutiques. Là où je veux en venir, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que j'avais proposé ce thème pour cette conférence, c'est que l'économie circulaire me semble un modèle qui a évidemment tout un tas de vertus, mais qui en a aussi sur le carbone et dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Parce que quand on essaye de pousser ce modèle qui consiste au fond à se dire que il y a plein de choses qu'on peut faire avec de l'ancien, j'ai envie de dire ça comme ça, et que du coup, faisant de l'upcycling ou du recyclage, de facto, structurellement, le résultat, c'est qu'on consomme moins de ressources naturelles et qu'on émet moins de CO2. C'est extrêmement intéressant et à tous les sens du terme. Pour nous, un groupe de luxe, ça veut dire aussi, au fond, comment je peux, je ne sais pas moi, comment vous dire ça, comment je peux prendre des pièces anciennes de mes collections, les relooker totalement et les présenter à nouveau. Ce qui est une révolution, mais alors là, je ne sais pas si vous prenez la mesure de ça, mais totale dans un univers comme le mien, qui dit, écoutez, on peut faire de la nouveauté avec de l'ancien, il suffit que la créativité des designers s'applique de manière différente à des choses un peu anciennes, ou qu'elles s'appliquent à des matières recyclées. Et donc la première fois où j'ai mis des stylistes en face de chutes de cuir, en leur disant, écoutez, voilà, c'est ça l'économie circulaire, on a des chutes, je fais la même chose avec le tissu, vous pouvez peut-être en faire quelque chose si vous êtes des génies de la création. C'est pas des belles matières naturelles que je vous amène comme dame, mais voilà, ça peut vous inspirer. J'ai oublié, j'aurais dû vous l'amener. Ça a créé des objets qui sont insensés, notamment un sac de la maison Loewe, qui est un sac qui est uniquement avec des lanières de cuir. Je crois qu'il est en effet dans ce... Voilà. Des lanières de cuir qui ont été super joliment tissées par des artisanes, mais la matière, c'est des chutes de cuir. Voilà. Donc c'est juste ça, j'espère que ça peut aussi vous inspirer peut-être de manière différente dans vos métiers respectifs. Mais page 32, merci infiniment David, c'est très gentil. Ce que je veux dire par là, c'est que après, évidemment, à chaque entreprise, la définition de sa raison d'être et de son moteur principal. Du coup, le nôtre, peut-être que c'est notre principale responsabilité par rapport à tout ça, de changer les codes de ce qui est beau. C'est-à-dire être capable de faire du beau, des choses esthétiques, à partir de l'économie circulaire, à partir du recyclé. C'est probablement quelque chose qui peut avoir une capacité d'influence pour d'autres univers et une capacité d'influence évidemment pour nos clients. Et c'est un peu ça qu'on essaye de mettre en avant. Vous savez, on disait souvent le recyclé, il y a quelques années encore, c'est moche, les trucs, ça gratte. Quand c'est fait avec des matières, ça gratte, c'est pas beau, hein. Et là, c'est un peu ça qu'on est en train de changer complètement pour rendre au fond désirable ce qui est plus vertueux sur un plan environnemental. Voilà, donc quelques chiffres de ce que... de l'impact carbone du coup, parce que, alors, là pour le coup je travaille énormément comme cela, et là-dessus pour davantage objectiver ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est-à-dire pour traduire en émissions de CO2 évitées finalement l'utilisation de matières recyclées, de matières biosourcées ou de matières certifiées, c'est-à-dire de coton organique par exemple par rapport à un coton normal, et c'est donc un des leviers extrêmement importants pour que nous fassions évoluer ce foutu scope 3.
Voilà. Et donc, autour de ça, on a créé un vrai écosystème d'économie circulaire. Là, vous avez l'exemple de la mode, mais je pourrais vous donner le même exemple dans d'autres des secteurs de LVMH, où au fond, on essaye au début, c'est-à-dire pour les matières que l'on utilise dans nos productions, d'avoir les raw materials, soit les matières premières les plus certifiées possibles, ou bien issues du recyclage ou de matériaux alternatifs aussi, hein, qui peuvent être des matières plus végétales, notamment pour le cuir. Bon. Donc comment avoir un sourcing qui s'imprègne de cette dimension d'impact environnemental et le faire avec les acheteurs, avec les opérationnels dans l'ensemble de nos métiers. L'économie circulaire, c'est aussi la sobriété au moment de la production à partir de ces matières premières. Et là aussi, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes à faire, notamment sur l'usage de l'eau dans un certain nombre de procédés. Hein, les jeans, vous en avez peut-être, enfin les denims, vous en avez peut-être là sur vous. Vous savez, c'est très consommateur d'eau. On a réussi avec des procédés un peu spécifiques à diviser pratiquement par 10 la consommation d'eau d'un certain nombre de modes d'utilisation pour fabriquer des vêtements. Et puis, et c'est là aussi où on pousse le modèle de la circularité très loin, probablement parce qu'on a cette capacité-là de créer des produits qui, par définition, durent dans le luxe et qui donc peuvent être dotés d'une seconde vie, voire d'une troisième vie, où on a installé aux bornes de nos boutiques des systèmes à la fois de réparation et de patine pour les souliers, par exemple, assez sophistiqués, de manière à prolonger le plus possible la vie de ces produits. Ça aussi, c'est très intéressant. Voilà quelque chose qui existait à peine il y a quelques années, et qui en plus qui n'était pas du tout mise en avant. Hein, une maison, par exemple, comme Louis Vuitton, n'avait pas du tout envie de dire... Bah, écoutez, vous pouvez me ramener votre petit portefeuille, je peux vous le rendre éternel. C'était pas vraiment ça. Bon. Et là, ça a changé radicalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vraiment s'installe comme un service supplémentaire. Et puis, on pousse en ce moment un cran plus loin, et je m'arrêterai là, qui est de se dire, que ce soit des invendus ou que ce soit des objets qu'on peut aller récupérer aussi auprès d'un certain nombre de nos clients, qu'est-ce qu'on peut en faire après ? Est-ce qu'on peut les démanteler proprement, récupérer par exemple les fils, tisser à nouveau ces fils et réutiliser ces fils dans la fabrication de nouveaux vêtements, par exemple. Et donc, c'est sur la base de ce raisonnement, qui est typiquement un raisonnement de modèle de circularité, qu'on est en train de créer un écosystème de start-up qui vont permettre de s'occuper de chacune de ces étapes pour faire véritablement des boucles fermées. Là, on a à Vivatech, il y a 10 jours, récompensé une start-up qui s'appelle WeTurn, qui a inventé la mécanique du démantèlement propre. Enfin, quand je dis propre, c'est bien rigoureuse, de pièces de vêtements pour récupérer du fil, pour le tisser et pour le redonner aux maisons, donc, qui sont à l'origine, de manière à ce que ça soit réutilisé. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de mettre en place, modestement, parce que ça ne concerne pas les 75 maisons de LVMH, mais en tout cas, ce sont des nouvelles manières, au fond, vous voyez, de travailler, d'agir, de concevoir les choses, de donner de la valeur aussi aux choses qui évoluent fortement et qui, je dois dire, est pris très très positivement, notamment par ceux qui sont les rois dans notre univers, c'est-à-dire les créatifs. Voilà, donc ça bouge. Ça bouge bien et mon message, c'est ça, c'est de dire que la circularité, le modèle de l'économie circulaire peut être aussi dans d'autres secteurs que le mien, extrêmement intéressant au regard de cette problématique carbone. Merci de votre attention. Je ne sais pas du tout quelle heure.